Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la Corée du Nord et de la Russie, de ce que cette alliance implique et quelles peuvent être ses conséquences sur le long terme. Allez, c'est parti. En effet, selon plusieurs services de renseignement, nous serions plus proches des 100 000 soldats nord-coréens plutôt que des 15 000 dans l'oblast de Koursk et bientôt aussi sur la ligne de front en Ukraine. Alors évidemment, s'il ne s'agit pas de division ou de corps d'armée officiel avec la fameuse étoile nord-coréenne, cela permettra d'avoir en permanence 20 000 combattants sur la ligne de front, permettant un rapport de force en faveur de la Russie. Cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord cache autre chose qu'une simple aide à la Russie, puisque nous pouvons nous poser cette question: pourquoi Pyongyang apporte un soutien massif à la Russie et surtout, quel est son intérêt? En effet, cet engagement de presque 100 000 hommes est à double tranchant pour la Corée du Nord. Tout d'abord au niveau financier, cela coûte cher, mais aussi avec un risque politique considérable, sans compter que les troupes envoyées sont les plus entraînées et les plus fidèles du régime. Au niveau financier, la Corée du Nord a l'un des PIB par habitant les plus faibles, et évidemment, son dirigeant connaît donc la valeur d'un tel déploiement pour la Russie. En effet, l'armée russe compte 1,5 million d'hommes et elle est dotée d'un budget de 140 milliards de dollars. Malgré tout, les troupes en Ukraine consomment la majorité de ce budget. On compte presque 600 000 soldats russes en Ukraine, dont 150 000 en première ligne. À titre de comparaison, le budget en 2022, avant l'invasion, était de 60 milliards. Ainsi, les coûts humains pour 100 000 hommes sont estimés entre 15 et 20 milliards. Un calcul simple que Kim Jong-un n'a pas oublié de faire. Cette arrivée de troupes va permettre évidemment de maintenir la pression, voire même de conquérir le plus de territoire possible dans le cadre de négociations de paix qui vont sans doute intervenir très rapidement. De plus, cela permettra de compenser les difficultés de recrutement de l'armée russe, mais aussi le poids des pertes qui devient de plus en plus sensible dans la société russe. Enfin, ces troupes nord-coréennes ne présentent aucun risque politique pour la Russie, étant sous contrôle de Pyongyang, contrairement à d'autres forces privées comme Wagner. En ayant tous ces éléments en tête, il est possible de se faire une idée des enjeux et des effets de ce déploiement massif, mais en Russie, aucune information n'a filtré concernant les intérêts de cette alliance pour Kim Jong-un. On le sait, le dictateur nord-coréen est un fin négociateur, sachant brandir la menace, mais aussi la détente, comme ce fut le cas par exemple lors du premier mandat de Donald Trump. Sachant cela, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a négocié avec Vladimir Poutine des compensations visant avant tout à renforcer la sécurité de son régime. Et vous vous en doutez, il s'agit en premier lieu de son armée. Aujourd'hui, la Corée du Nord est engagée dans un important processus de transformation de son armée, mais aussi de sa dissuasion en matière de missiles balistiques avec une charge nucléaire. Évidemment, étant sous embargo depuis les années 90, le pays ne peut rivaliser avec la technologie américaine, mais il peut en revanche neutraliser la menace à la fois sur le sol de la Corée du Sud, mais aussi des États-Unis même. En effet, en 2022, le pays possède un missile ICBM pouvant atteindre le sol américain. Mais la menace principale selon Kim Jong-un est la doctrine en 3 axes mise en œuvre par Séoul, ayant pour but la neutralisation de la menace nucléaire de Pyongyang avant même qu'elle puisse être utilisée. Alors, vous allez me demander sur quoi repose cette doctrine. Elle est en 3 étapes. La première, après avoir eu la certitude d'une attaque nucléaire, et je précise bien nucléaire nord-coréenne, toutes les forces aériennes et navales doivent mener des frappes préventives visant à la neutralisation de tous les vecteurs de l'adversaire avant leur lancement. La seconde étape est évidemment l'interception des vecteurs qui ont rescapé à la première attaque. Pour cela, la Corée du Sud dispose d'un réseau défensif polyvalent et dense à la fois au niveau anti-aérien, anti-missile et anti-balistique. Enfin, la troisième et dernière étape est de créer le plus possible chaos dans la chaîne de commandement avec des frappes massives sur les centres du pouvoir et de contrôle de l'armée. Si la neutralisation de la menace américaine fut le but premier de Kim Jong-un depuis son accès au pouvoir en 2011,
par l'accélération des programmes visant l'augmentation du nombre de têtes, leur miniaturisation, mais aussi l'amélioration des vecteurs devenant de plus en plus performants, comme nous l'avons vu, avec la possibilité de toucher les États-Unis. La neutralisation de la doctrine en 3 axes est autrement plus complexe. En effet, il faut pour cela disposer d'un système défensif conventionnel performant pour pallier l'ascendant technologique sud-coréen et américain. Et devinez qui dispose de cette technologie? Eh bah oui, la Russie. Maintenant, entrons dans le détail sur l'armée nord-coréenne. Nous l'avons vu, les 3 axes de la Corée du Sud s'articulent autour de la marine, de l'aviation et des frappes de missiles. Ces 3 axes sont aussi évidemment les points faibles de l'armée nord-coréenne au niveau défensif. Commençons d'abord au niveau maritime, avec les sous-marins. Alors certes, le pays continue de construire des sous-marins, mais il s'agit de copies plus ou moins améliorées, de vieux modèles de l'ère soviétique, comme les Romeo des années 50. Or, on le sait, les sous-marins sont les meilleurs éléments pour enrayer l'efficacité des frappes préventives, étant évidemment difficiles à localiser et permettant une riposte efficace en cas d'agression. Ainsi, des sous-marins performants, comme l'achat de l'Improved Kilo russe, rendraient quasiment impossible la destruction des vecteurs de seconde frappe, rendant caduque la première phase de la doctrine sud-coréenne. Concernant les forces aériennes, là aussi c'est à l'image un petit peu de la flotte sous-marine du pays. Si la Corée du Nord est équipée de 600 avions de combat, tous sont obsolètes. Pour vous donner une idée, les plus récents sont une trentaine de MiG-29 datant des années 80, ce qui veut dire qu'ils ont l'électronique aussi de cette période. Le pays aligne aussi des avions chinois comme le J5, le J6 et le J7, mais qui sont des copies de vieux modèles soviétiques, incapables donc d'affronter des F-15, F-16, F-35, voire même le futur KF-21 sud-coréen, qui ont pour but la frappe en profondeur sur les principaux sites stratégiques tels qu'énumérés dans la 3e étape de la doctrine. L'avant du MiG-35, voire même, allons plus loin, du Sukhoi 57, permettrait de compliquer la tâche de la chasse sud-coréenne, voire même, avec le Sukhoi 57, d'effectuer des destructions sur le système de défense anti-aérien, qui est le cœur évidemment de la 2e étape de la doctrine. Pour terminer, la défense anti-aérienne de la Corée du Nord repose, et vous vous en doutez, sur de vieux systèmes soviétiques, comme le S-75 avec près de 2000 lanceurs ou 300 missiles S-12, tous deux datant des années 60. Cependant, le pays compte une poignée de S-200 qui sont des copies du S-300 russe, voire même certains transferts de technologie avant 2002 pour la conception maison d'un système qui serait proche du S-400. Évidemment, le transfert de batteries russes, comme justement le S-400 ou le Pantsir à la Corée du Nord, permettrait la protection de ces sites stratégiques, réduisant efficacement l'efficacité du premier et du 3e axe, à savoir la frappe préventive et la destruction en profondeur de la chaîne de commandement adverse. Ainsi, si Pyongyang permet à la Russie d'économiser 20 milliards de dollars par an, avec l'engagement de 100 000 hommes, sans compter les bénéfices sur le terrain, le pays pourra obtenir des contrats avec l'industrie de l'armement russe. Il est possible d'avoir 4 sous-marins Improved Kilo, 60 MiG-35, 30 Sukhoi 35S, 19 Sukhoi 57, avec munitions et pièces évidemment, 6 batteries S-400, 12 Bulk M3, 50 Pantsir, le tout pour 15 milliards de dollars au prix d'achat de l'armée russe évidemment. Quant aux 5 milliards de dollars restants, ils peuvent évidemment servir dans des investissements clés comme la dissuasion, l'industrie militaire ou la sécurité alimentaire. Vous vous en doutez, avec un tel matériel, l'efficacité de la doctrine en 3 axes sud-coréenne serait au mieux considérablement affaiblie et dans le pire, carrément abandonnée pour une méthode qui serait peut-être plus radicale avec le développement de son propre arsenal nucléaire. Il ne me reste qu'un point important à aborder. Vous connaissez le donnant-donnant. Alors imaginez dans le cadre de prêt de troupes si je puis dire. En effet, si Moscou a demandé de l'aide à la Corée du Nord en envoyant des troupes, il est fort probable que l'inverse puisse être possible. Ce cas peut donner lieu à un effet boule de neige catastrophique. La péninsule coréenne deviendrait le théâtre d'une confrontation directe entre Russes et Américains avec une extension possible sur d'autres théâtres comme l'Europe, voire même un conflit qui serait vers la Chine. Pour beaucoup, cela paraît trop gros, voire même impossible.
Mais regardez comment des guerres se forment et deviennent mondiales. C'est une possibilité qui est à garder en tête. Et oui, plus la Corée du Nord va se renforcer, avec l'aide de la technologie russe qui va améliorer ses capacités nucléaires, plus les Américains vont alors se concentrer sur la péninsule coréenne, mais aussi de l'Europe vu que la Russie aide. Au-delà évidemment des conséquences de l'envoi des troupes en Ukraine, l'engagement nord-coréen peut transformer en profondeur son rapport de force face à la Corée du Sud et les États-Unis, rendant inefficace la doctrine en 3 axes qui est maintenant au cœur de la défense de Séoul depuis 2021. Cet envoi de troupes sur le continent européen lie donc de facto l'Europe au théâtre coréen, avec plusieurs nations disposant d'un arsenal nucléaire. Cette alliance entre Moscou et Pyongyang oblige les États-Unis, l'Europe, la Corée du Sud et le Japon à potentiellement devoir faire face à un rapport de force sur 2 continents. Restent aussi 2 inconnus majeurs dont je n'ai pas parlé. La Chine, qui jusqu'à présent ne se mouille que très peu dans les conflits en cours, ne prenant pas de position claire, si ce n'est de condamner toute utilisation d'armes nucléaires et faisant pression évidemment sur la Russie pour qu'elle ne soit pas utilisée. Puis aussi, quelle sera la position de Donald Trump durant son mandat. Bon, avec tout le constat que je viens de vous faire, vous comprenez l'inquiétude de nombreux dirigeants sur un possible embrasement du conflit à l'échelle mondiale dans un futur proche. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop déprimé non plus. Sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.